Bonjour tout le monde, c'est Robin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'aide au développement de la production de langage et de la prise de parole à travers deux études, toujours dans un contexte d'interaction robot-personnes souffrant de TSA. Venons-en à une première étude parlant de la production de langage. La chercheuse Elizabeth Kim et ses collègues en 2013 se sont intéressés aux comportements sociaux dans une interaction et, comme je viens de le dire, à la production de langage. Ce qui guidait les personnes réalisant cette étude était ainsi de comprendre l'utilité des robots sociaux en tant que renforçateurs de l'interaction avec les humains. L'étude a été menée auprès de 24 enfants, dont 21 garçons et 3 filles âgées de 4,6 à 12,8 ans, en soi 9,24 ans en moyenne, qui étaient atteints de TSA. Les enfants étaient face à 3 types de partenaires différents. L'enfant était donc face à un jeu avec écran tactile sur ordinateur, donc sans interaction sociale, face à un humain adulte et face à un robot social dinosaure appelé Pleo. Pleo, produit par Involabs, est un robot social dinosaure pouvant être expressif qui mesure 21 pouces. Donc ça fait à peu près plus ou moins 53 cm. Donc Pleo est capable d'exprimer un panel de différentes émotions à travers des vocalises. D'ailleurs, les personnes autrices de l'étude le comparent à un chien. Pleo était contrôlé en Wizard of Oz. Si vous avez oublié, pour vous aider à faire un rappel indicé, souvenez-vous de la vidéo numéro 3 sur l'apparence des robots sociaux. Pleo était aussi programmé suivant différents scripts de réaction qui étaient synchronisés avec des vocalises. Il y avait 13 comportements dont 3 non sociaux qui étaient de mordre pour tenir des blocs, de lâcher les blocs, et ainsi qu'un comportement de marche en avant quand l'objet n'était pas à sa portée. Et donc ces 10 comportements socialement expressifs comprenaient une salutation, 6 expressions affectives et 3 modalités relatives à la direction, donc gauche, droite ou centre. Et l'expression de l'intérêt, donc à se diriger vers des objets proches. Donc le protocole de l'étude était randomisé, contrôlé et croisé. Les enfants se voyaient attribuer les 3 types de partenaires, donc jeu, humain, adulte et Pleo, dans un ordre qui était du coup aléatoire. Et entre chaque interaction, les enfants faisaient une pause dans une salle dans laquelle ils faisaient un jeu ou un entretien semi-structuré pendant 6 minutes. Alors concernant les attentes, les personnes autrices de l'étude en avaient plusieurs. L'enfant trouvera que la condition d'interaction robotique sera sociale et intéressante. L'enfant trouvera que la condition d'interaction avec un adulte humain sera sociale mais moins intéressante. Et l'enfant trouvera la condition jeu d'ordinateur intéressante mais pas sociale. Ainsi, il avait été émis l'hypothèse que le fait d'interagir avec un robot amènerait l'enfant atteint de TSA à plus verbaliser que s'il était dans une condition avec un écran ou un adulte direct. Aussi que l'interaction avec un robot social motive un haut niveau de curiosité et augmente les comportements sociaux tels que le partage des expressions d'excitation avec un adulte. Également, il avait été aussi mis l'hypothèse que les enfants s'adresseront davantage à un partenaire adulte lorsque le partenaire d'interaction était un robot, plutôt que lorsque le partenaire était juste un autre adulte ou le jeu informatique. Il était donc demandé à l'enfant de réaliser des tâches en fonction de ce qu'il avait en face de lui, et à chaque fois, c'était encouragé par les vocalises du robot ou de l'adulte. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, il y avait 3 conditions, donc adulte, robot et jeu sur écran, dans un ordre de passation aléatoire pour chacun des participants où ils manipulaient les objets. Alors, dans la condition robot, il y avait les enfants qui étaient amenés à manipuler des carreaux multicolores à liaison magnétique. Dans la condition adulte, il s'agissait de blocs multicolores mais à emboîtement. Et dans la condition jeu sur écran, c'était des tangrammes et les personnes participants pouvaient déplacer, tourner en glissant, en tapant sur l'écran tactile. Donc les 2 premières conditions que je viens de citer là, donc les conditions avec l'adulte ou Pleo, avaient été conçues pour susciter chez les participants tout un tas de perceptions sociales, de raisonnement et de comportements d'interaction. Par exemple, prendre le relais après le tour de son partenaire de jeu, identifier les émotions ou les expressions de préférence de son partenaire d'interaction pour un bloc particulier ou un autre, ou encore jouer de façon partagée, imaginative et tactile. Alors, les résultats de l'étude montrent que l'échantillon a pu avoir une plus grande verbalisation face au robot social Pleo, mais réduite lorsqu'il s'agit d'un humain en face. De même, Pleo suscitait chez les enfants plus de verbalisation que la tablette avec un jeu vidéo. Ainsi, les résultats tendent à montrer qu'un robot social va augmenter l'interaction sociale avec une autre personne plus qu'un adulte ou un jeu vidéo, et leurs hypothèses sont donc vérifiées. De brèves interactions
avec un système robotique peut contribuer à l'augmentation d'un aspect du comportement social qui est la verbalisation, donc la production du langage. Venons-en à la prise de parole. David et ses collègues en 2019 se sont quant à eux intéressés au tour lors de la prise de parole chez les enfants atteints de TSA, auprès de 11 enfants, mais 5 sélectionnés seulement dans le résultat, de 3 à 5 ans, dont 3 garçons et 2 filles, et il s'agissait d'alterner entre un partenaire qui était soit Nao ou soit un humain, et ce, dans un jeu d'interaction. Leur groupe de chercheurs dans l'étude de Van der Borft et ses collègues en 2012 avaient déjà montré qu'il était possible d'améliorer certaines compétences sociales mieux avec le robot Probo qu'avec un partenaire humain. Il avait été aussi montré que c'était possible par la chercheuse Christina Popp et ses collègues en 2013 face à un écran d'ordinateur dans la lecture d'histoire sociale. Et pareil dans le but aussi d'améliorer les compétences sociales. Donc pour en revenir à David et ses collègues, concernant les tâches dans cette étude, l'enfant était assis sur une chaise et il s'agissait d'un jeu sur un écran où il fallait déplacer les images dans les bonnes catégories puis attendre le tour de l'autre. David et ses collaborateurs ont donc testé énormément de variables pour savoir comment l'enfant réagit. Donc si l'enfant fait attention à si c'est son tour, l'engagement, le contact visuel et au type d'énoncé auquel il fait référence quand il parle, et donc en congruence avec la tâche s'il répond à la question ou fait référence à son expérience. Ou encore les expériences négatives ou positives et les comportements stéréotypés ou d'adaptation. Alors ici, les variables concernant les contacts visuels et les résultats verbaux, comportementaux et émotionnels, ils avaient été mesurés en fréquence. Donc les enfants avaient à peu près pour tous, à chaque fois, entre 5 à 15 minutes, donc en fonction de l'intérêt pour la tâche, 8 sessions avec un thérapeute où on lui disait « c'est ton tour maintenant », mais sans feedback, pour lui signifier s'il a réussi ou non, puis 16 sessions aléatoirement avec un robot ou un humain, donc le thérapeute, où à chaque fois qu'il réussissait, il avait un feedback de la part du partenaire lui disant « très bien ». Et les résultats donc montrent que la grande majorité des enfants peut atteindre des niveaux de performance similaires concernant l'habileté d'attendre son tour dans la prise de parole, et bien au-delà des premières sessions qui étaient sans feedback, et peu importe le type de partenaire. Cependant, quand Nao était face à eux, les enfants, ils semblaient voir leur partenaire robotique plus intéressant que leur partenaire humain, car les enfants regardaient davantage Nao que l'humain. Alors selon ces résultats préliminaires, les compétences directement liées à la parole semblent être pouvoir améliorer grâce au robot. Cependant, il faut encore une fois prendre en compte des limitations dans les études, comme par exemple concernant les échantillons faibles et peu hétérogènes, qui sont souvent sans comparaison avec des enfants au développement typique, et donc là sont souvent leurs limites. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut pour m'indiquer si ça vous a plu. J'espère que la vidéo a été simple à comprendre. Donc la prochaine fois, nous conclurons cette série de vidéos par une vidéo récapitulant tout ce que nous avons vu de manière un peu plus simple et présentant comment je m'y suis pris pour réaliser la revue de littérature. Alors je vous souhaite le meilleur et à très vite.